Rebonjour à tous. Merci de m'avoir proposé d'intervenir sur les statines en complément de la plénière du Conseil scientifique ce matin. Sur les statines, alors on va essayer de réduire un petit peu votre conflit décisionnel. Euh, c'est intéressant, on va s'intéresser au conflit décisionnel, donc des médecins pour le coup. Mais que finalement ça rejoindra le conflit des patients parce que les données probantes, elles sont accessibles pour tous. Il faudra essayer de les expliquer aux patients et donc de les comprendre. Alors, moi aussi, je n'ai pas de lien d'intérêt, de conflit d'intérêt avec cette présentation, ni en général. Je ne travaille pas avec l'industrie. Et je reprends quelques diapos que Xavier nous a montrés. Effectivement, comment s'y retrouver quand on lit prescrire les statines leur place est limitée en prévention cardiovasculaire primaire, c'est-à-dire avant qu'un patient ait fait un événement cardiovasculaire. Les recommandations européennes, en général en cardiologie, considèrent qu'il faut viser des cibles de LDL les plus basses possibles, 0,7, 1, voilà, vous avez ça en recommandation, même les recommandations françaises. Puis vous avez des livres, Philippe Even, Michel Delorgeril, qui nous disent cholestérol, cholestérol. Alors déjà, je voudrais souligner ici que les livres un petit peu polémiques ne parlent pas des statines tout de suite, elles parlent du cholestérol. C'est quelque chose qui est intéressant à souligner. Voilà, et puis effectivement, comme le rappelait Xavier, en 2018, le conseil scientifique du CNGE a pris position sur une approche un peu différente, plutôt assez proche de celle des recommandations américaines, sur le fait que, eh bien, c'est ce qui compte, c'est l'estimation du risque cardiovasculaire global pour décider, et que ça va simplifier en fait la prise en charge et peut-être réduire ou augmenter le conflit décisionnel, on va voir. Alors, comment faire pour s'y retrouver quand tous des faits semblent contradictoires ou des positionnements de personnes raisonnables, scientifiques on voit, il y a été écrit beaucoup sur les statines, il y a même des controverses, effectivement, dans les grandes revues. Et du coup, je vous propose, moi, de revenir toujours à une démarche qui va nous aider quand même, qui est structurante pour notre exercice, la démarche de l'evidence-based medicine, c'est-à-dire raisonner avec les preuves ou leur absence de preuves. Comment je me dépatouille avec ça? Et donc, effectivement, ça demande de revenir un petit peu aux sources et de savoir ce que c'est que la décision qui serait fondée sur des preuves. Et donc, en résumé, c'est simplement, dans les trois cercles qu'on présente habituellement, c'est le cercle des données scientifiques, et l'EBM, c'est de dire, face à un patient, et face à mon expérience, comment j'intègre une troisième dimension qui vient de la littérature? Comment je l'intègre? Est-ce que je l'intègre? Voilà. Donc la première question qu'il faut vous poser, je crois, c'est est-ce que j'ai besoin de preuves? Voilà. Est-ce que j'ai besoin de preuves pour agir? Parce qu'en fait, il y a des situations où je n'ai pas besoin d'avoir un niveau de preuve élevé. Quand un patient souffre, il y a des exemples des exemples de tous les jours. On n'est pas obligé d'avoir des preuves pour l'aider, pour lui parler, pour l'écouter. C'est une question qui ne se pose pas forcément. Alors on peut se la poser, mais on n'est pas obligé d'en avoir besoin. Donc première question, est-ce que j'en ai besoin? Alors en prévention, comme les soins qu'on va proposer aux patients vont durer longtemps, et en fait le patient il se plaint de rien en fait, eh bien c'est vrai qu'on est plus vigilant, on espère que ce que je vais lui proposer a montré qu'il y avait un bénéfice-risque favorable. Alors, une fois qu'on a répondu oui à cette question, il nous faut des preuves. Si je vous dis là, s'il vous faut des preuves pour agir, levez la main, je voudrais voir combien ont besoin de preuves pour prescrire, pour justifier leur action. Voilà, soyez honnête, il n'y a pas de piège. Bon voilà, on est tous d'accord, ouais, on a besoin de preuves. Bon. Deuxième question qu'il faut se poser, alors, la preuve, ça ne veut rien dire, de quelle qualité? Parce qu'il y a des preuves, il y a des niveaux de preuves, et en fait, là, c'est là que ça devient compliqué. Il y a des données parfois fragiles et qu'on appelle preuves, et une preuve pourtant devrait être convaincante, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc posez-vous la question, de quel niveau de preuve minimum j'ai besoin pour prescrire? Est-ce qu'un témoignage? Est-ce qu'une recommandation? Est-ce qu'une étude observationnelle? Est-ce qu'une étude sur la souris? Est-ce qu'un essai randomisé apporte la même preuve? Eh bien non, mais évidemment, vous savez que les essais randomisés, on va en parler après, nous permettent d'avoir une meilleure confiance dans les résultats. Alors, posez-vous la question, preuve, mais de quoi? De quoi on parle? Preuve de quoi? Sur quels critères? Par rapport à quoi? Preuve chez qui? De combien? Il y a plein de questions. La preuve, c'est pas un mot magique, en fait.
une fois que vous êtes rentré dans la démarche, ça vous fait poser des questions. Dans la décision, bien sûr, vous vous dites, est-ce que les bénéfices prouvés en valent la peine? Parce qu'il peut y avoir des bénéfices prouvés, mais des risques beaucoup plus dangereux, et finalement, j'y vais pas. Et puis, bien sûr, quelles sont les alternatives? Et ce raisonnement-là, il est très structurant pour notre pratique, et il va permettre vraiment pas forcément de soigner toujours au mieux, mais en tout cas d'être conscient de ce qu'on fait. Alors, la fiche de pathologie, que ce soit l'HbA1c pour ce matin ou le LDL cholestérol, c'est pas ça qui permet de prendre des bonnes décisions. Voilà, c'est un bon message à passer. C'est aussi l'evidence-based medicine qui nous dit, mais concentrez-vous sur des critères cliniques. Le but, c'est de sauver, d'éviter des complications, des infarctus, des AVC, mais pas de baisser un chiffre de cholestérol. On soigne des patients, on soigne des personnes et pas des chiffres. Alors, une fois qu'on a dit ça, un petit rappel philosophique. Peut-être que vous savez tout ça, mais c'est bon de le rappeler. L'essai clinique randomisé, il a maintenant à peu près 70 ans en médecine, et il n'est pas là pour embêter. Il n'a pas été créé pour embêter les médecins et les patients, il a été là pour justement apporter des résultats les plus fiables possibles. En fait, il limite ce qu'on appelle le risque de faux positifs, le mieux possible. Toutes les autres études ont des risques de faux positifs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je décide de prescrire un traitement, j'espère qu'en moyenne, il sera utile, alors que si je prends d'autres études, je vais être très fragile sur mon niveau de certitude, et du coup, peut-être je vais traiter à tort. Donc, traiter à tort, c'est prendre des risques aussi si la procédure a des effets indésirables. Donc voilà, c'est vraiment la méthode qui permet de limiter les faux positifs, avec un risque à 0,05 qu'on appelle le risque alpha. En moyenne, 95% des interventions seront conformes à l'étude qui donne les résultats. C'est très clair dans le texte. Voilà, à condition que les essais randomisés soient de qualité. La preuve est solide si elle a été produite dans un essai de qualité, et puis en cohérence avec éventuellement d'autres études qu'on regroupe sous le terme de méta-analyse, et qui permet d'avoir une vision un petit peu générale des résultats. Et j'en profite ici pour vous dire que cette méthode, c'est celle que nous avons choisie avec le docteur Hélène Vaillant-Roussel, qui parlera après moi, qui s'appelle « Reconstruire l'évidence base », c'est repartir d'une méthode claire pour définir ce que c'est qu'une preuve. Dernière chose concernant la preuve, elle concerne toujours, alors on dit un PICO, c'est un terme un peu, PICO ça veut dire population, intervention, comparateur, et en français objectif thérapeutique, outcome en anglais. Et en fait, elle est toujours relative à un contexte. La preuve, elle concerne une population, une procédure, un comparateur et sur un critère. Donc c'est toujours une question de l'applicabilité de la preuve à mon patient. La preuve, elle doit être directe si elle est conforme à l'essai, sinon on est dans de l'extrapolation, qui peut être légitime, hein, mais voilà, ça c'est des concepts un peu épistémologiques pour essayer de... Voilà, si on part de ce prérequis, on peut avancer. Alors venons-en donc maintenant du coup à notre sujet d'aujourd'hui, les statines. Et bien, pour bien comprendre, voilà une belle étude que j'ai présentée aussi ce matin, qui s'appelle HPS, publiée en 2002 dans le Lancet, qui simplement, le but de cette étude, c'était de comparer l'efficacité de la simvastatine 40 mg, dose fixe, versus placebo, donc en double aveugle. Une étude de bonne qualité méthodologique, sans risque de biais, 20 000 patients inclus, suivis 5 ans, en moyenne de 64 ans. Un cholestérol, vous voyez, élevé, mais le LDL était à 1,30 g par litre. Des patients ayant peu d'hypertension, alors bien sûr à haut risque, les diabétiques, antécédents cardiovasculaires étaient présents. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une réduction de la mortalité totale. Ce médicament, il y avait 13% de décès en moins dans le groupe simvastatine par rapport au placebo. Le NNT, c'est-à-dire le nombre de patients à traiter pour éviter un mort, était de 55. Il fallait traiter 55 patients pour éviter un décès. Moins 17% de décès cardiovasculaires, moins 25% d'AVC. L'AVC, c'est quand même bien embêtant, et donc un quart d'AVC en moins, ça peut être intéressant, et moins 27% d'infarctus. Et chose très importante, et je vais vous demander une attention particulière, parce que ces résultats, ils sont très importants, c'est que cet effet, il était indépendant du cholestérol, du taux de cholestérol initial. Les chiffres que je vous montre étaient valables, quel que soit le taux de cholestérol initial.
et quelle que soit la baisse de ce cholestérol. C'est-à-dire que le cholestérol diminuait de 0, le LDL diminuait de 10%, et il y avait le même effet. C'était le fait de prescrire la statine et ses effets qui passent par le cholestérol, mais pas que. On dit que les statines ont des effets pléiotropes, c'est-à-dire qu'elles ont des effets multiples, et elles donnent des résultats qui ne passent pas que par le cholestérol. C'est ce que les lipidologues veulent nous faire croire, mais ce n'est pas tout à fait juste. Et voilà, cette étude le montre de façon très claire, et elle n'a jamais été réfutée. Message important, quelle que soit la situation, par exemple un patient diabétique en prévention primaire, eh bien, l'effet était quasiment le même. Vous voyez, là on appelle ça une homogénéité, pour vous dire que quel que soit le risque du patient, l'effet était à peu près le même. Donc cette étude, elle a un peu bouleversé l'approche centrée sur les cibles du cholestérol, puisqu'elle dit, ben voilà, si je prescris une statine, pendant 5 ans, j'ai ces résultats-là en moyenne. Alors, ce résultat, il a été bien sûr, comme je vous disais, confirmé par d'autres. Et on a, bien sûr, dans les statines, il y a 27 essais qui ont été regroupés, par exemple, dans cette méta-analyse, dans une synthèse, et qui confirment les résultats de HPS. Donc on est dans une cohérence qui est, pour le coup, très, très propre. Voilà, là vous avez la méta-analyse du Lancet qui montre qu'en fait, bien sûr, les statines, en général, la simvastatine ayant démontré un bénéfice sur la mortalité totale, la pravastatine aussi, je crois, les autres, je ne crois pas. Donc, du coup, je vous disais que, quel que soit le risque de base du patient, qu'il soit à faible risque, à moyen risque ou à haut risque, les statines, en général, apportent un bénéfice, qui est une démonstration solide. Voilà, et si on dit, non, ça c'est faux, c'est biaisé, c'est pas bon, eh bien alors dans ces cas-là, on ne va pas pouvoir bien discuter, on quitte le domaine de la raison, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des critiques à faire dans ces études, bien sûr, elles sont sponsorisées, il y a des défauts parfois, mais quand on arrive à un niveau de cohérence comme celui-ci, je ne touche pas d'action dans les statines, mais je répète toujours en congrès que les statines, c'est la classe pharmacologique, une des classes qui a le meilleur niveau de preuve. Et que quand on s'interroge sur les statines, je vous dis toujours, ce n'est pas le premier médicament à interroger. Mais bon, voilà, donc ça c'est important de clarifier ça. Alors, bien sûr, ce qui est vrai, là vous avez l'efficacité des statines sur les infarctus du myocarde, ce qui est juste, c'est la quantité d'effets qu'apportent les statines. Là, il y a un débat, on va en discuter. Et c'est là que le conflit décisionnel va arriver. Ce n'est pas sur la preuve. Ce n'est pas sur la preuve scientifique que les statines font mieux qu'un placebo. C'est sur la quantité de bénéfices qu'elles peuvent apporter. Et là, je vous montre 4 ou 5 essais, non, 6 essais, qui vous montrent globalement que, vous voyez, quand vous avez un risque sous placebo calculé à 10 ans, plus le risque est haut et plus le bénéfice, bien sûr, est élevé. Puisque réduire un risque, là c'est un petit peu mathématique, je vous demande un peu d'attention encore. Quand vous diminuez de 25% un risque, si votre risque est élevé, vous avez une grande diminution de ce risque. Si votre risque est très faible, diminuer de 25% un risque faible, ça reste un risque faible. Vous avez un bénéfice faible. Et donc là, on est dans des chiffres, vous voyez, alors c'est là qu'on va pouvoir discuter, qui sont assez difficiles à comprendre, à percevoir, à intégrer. Mais le message important, c'est que la quantité d'effets attendus, bien sûr, dépend du niveau de risque du patient. Et on dit, par exemple, si on transforme en NNT, qui est un moyen de résumer ça, plus le risque est haut, plus le NNT est bas, ça veut dire qu'il faut traiter moins de patients pour éviter un événement. Et quand le risque du patient est très faible, il faut traiter, par exemple, ici 294 patients pour éviter un infarctus, alors que là, il fallait en traiter 38. Donc tout ça issu des essais randomisés. Venons-en à la preuve. Est-ce qu'il existe une preuve qu'il faut atteindre une cible de LDL comme les recommandations européennes nous le demandent, comme on voit parfois affiché dans les laboratoires, il faut être à la cible à 0,7. En prévention primaire, aucune cible de LDL à atteindre n'a été validée. Il n'y a jamais eu d'essai randomisé testant cette hypothèse et la validant. Donc si on suit le BM, je vous disais, non, ce n'est pas démontré. Ça ne veut peut-être pas dire on peut interroger l'intérêt de le faire, mais ce n'est pas démontré. Donc jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas obligé de le faire. En prévention secondaire, il y a eu des essais plutôt qui montraient que les fortes doses de statine faisaient mieux que les faibles doses.
En prévention secondaire, il y a eu une étude qui a montré que l'ajout de l'ézetimibe, il y a une faute d'orthographe, à 40 mg de stenotidine apporte un léger bénéfice. Voilà, donc c'est uniquement en prévention secondaire. Hein. L'ézetimibe n'a aucune place en prévention primaire, elle n'a pas été testée. Donc si on donne de l'ézetimibe à un patient en prévention primaire, c'est qu'on fait de l'extrapolation. Voilà, on a le droit de le faire, mais c'est de l'extrapolation. C'est pas prouvé. Et puis récemment, en 2018, je crois, voilà, un essai qui s'appelle TST suggère que viser une cible de 0,7 en post, après un AVC ou un AIT récent est bénéfique. Mais bon, suggère, je vais vous expliquer pourquoi. Cet essai, en fait, comparait donc deux cibles de cholestérol. Une cible à 0,7 g par litre de LDL, alors que l'autre groupe contrôle avait une cible entre 0,9 et 1,10 g. Les médicaments utilisés étaient des statines, plus ou moins de l'ézetimibe. Il fallait donc, l'objectif, c'était de mesurer l'efficacité. Est-ce qu'il y a un bénéfice à atteindre 0,7 après un AVC? Eh bien, les résultats, en fait, ils sont un peu sujets à controverse, pour le coup, parce qu'il fallait 385 patients nécessaires, et puis ils ont arrêté l'étude après 277 événements. Donc déjà, c'est un peu curieux. Donc c'est une étude qui n'était pas en double aveugle. Et du coup, on a un résultat sur le critère principal qui était positif, avec une différence de 0,31 g par litre entre les deux groupes. Il y a une réduction de 22% du risque. Alors, le critère principal, c'était un critère composite, mortalité totale, AVC non fatal et infarctus non fatal. Et donc, c'était intéressant, mais à la limite de la signification statistique. Et puis, on voyait que dans ce critère, il y avait aussi des revascularisations qui sont des procédures. Et dans une étude en double aveugle, les procédures de soins sont sujettes à... Enfin, il y a un risque de biais important. Donc, en fait, ces résultats, ils sont fragiles. Ils devraient être confirmés. En tout cas, s'il y a une preuve, c'est uniquement dans cette situation. Mais je n'appellerais pas ça une preuve, si je suis le raisonnement que j'essaie de vous expliquer. Mais plutôt un fait à confirmer, une donnée à confirmer, une donnée intéressante à confirmer. Voilà, donc les statines ont le meilleure preuve d'inefficacité sur les événements cardiovasculaires, avec une réduction de 25%. Retenez ce chiffre, ça peut vous aider en pratique. On réduit d'un quart le risque. Je dis souvent que il reste 3/4 du risque. Hein, et quand vous traitez par une statine, vous n'avez pas guéri votre patient de quoi que ce soit. Vous lui évitez en moyenne 25% d'un risque. Ce qui n'est pas inintéressant, mais ce n'est pas non plus 70%, 80%. Y compris chez les personnes à bas risque. La simvastatine 40, Prava 40 diminue le risque de décès de mortalité, donc c'est quand même assez rare en pharmacologie pour le souligner, mais plutôt chez les patients à haut risque. Et on a déjà parlé du bénéfice absolu qui était d'autant plus grand que le risque cardiovasculaire du patient était élevé. Mais le problème de cette approche, c'est que c'est difficile à comprendre. Et même pour nous, médecins, c'est qu'on est un peu perdu. Les risques, en fait, les probabilités, notre cerveau n'est pas fait pour comprendre bien ces données. Et c'est là que la complexité arrive. Et donc, si j'ai encore un petit peu de temps, je le prends. Et je vais prendre un exemple pour rentrer dans le vif du sujet, comment faire en pratique. Hein, je crois que c'est vraiment aussi ce que vous attendez. Vous allez voir, ça va nous aider à avancer, on va accompagner le patient dans sa décision, avec tous ces éléments. Et donc, on espère réduire, que le patient puisse faire un choix conforme à ses valeurs, à ses objectifs, à ses préoccupations. Et on va essayer de lui expliquer. Prenons l'exemple d'un homme de 50 ans qui est fumeur et qui n'a pas de cholestérol, au sens de classique. Son risque cardiovasculaire, il est équivalent à une femme de 60 ans qui aurait 2,3 g de cholestérol total et un HDL bas. Ça, c'est intéressant parce que ça vous montre déjà que l'homme fumeur de 50 ans a le même risque que la femme de 60 ans qui a un cholestérol élevé. Mais chez nous, dans notre façon de penser, on va traiter la personne qui a une dyslipidémie, alors qu'on ne va peut-être pas traiter le patient fumeur qui n'a pas de dyslipidémie. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils ont le même risque cardiovasculaire global, donc dans cet exemple-là, à 10 ans. Donc on peut trouver ça sur des sites d'aide à la décision, peut-être qu'on en discutera tout à l'heure. Et son risque, c'est des calculs avec on appelle ça des équations de risque. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas d'équation pour la France. Donc on prend des équations de risque, de calcul d'autres pays. Là, pour le coup, c'est l'équation américaine, donc, qui surestime un peu les risques. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que ce patient ou cette patiente, elle a un risque de 9% d'événements cardiovasculaires.
dans les 10 ans. Donc 91%, voilà, 9%, 91% ne feront pas d'événement. C'est bon à souligner. Tout le monde ne va pas mourir. C'est une bonne nouvelle, mais voilà, 9 personnes en moyenne feront un problème de santé. Donc ça, c'est le risque de base, on appelle ça le risque de base à gauche, et si on traite cette patiente avec un médicament efficace, eh bien, nous réduisons de 25% son risque, et pour le coup, eh bien, son risque passera à 6,5%. Donc on va dire que 2 personnes éviteront un événement. En moyenne, sur 100 personnes traitées, 2 éviteront un événement. Et donc là, il y a controverse. Enfin, pas controverse, j'emploie le mauvais terme, Xavier. Là, il y a discussion. Qu'est-ce que signifie 2%? Eh bien, ni moi, ni les patients, on est en difficulté. Pour certains, ça va être très, très élevé, pour d'autres, pas du tout. Et il n'y a pas de moyen de résoudre ce problème autre qu'en expliquant, mais qu'est-ce que ça vous fait, ce risque? Alors, il faudrait le comparer à d'autres risques. En théorie, on pourrait avancer pour aider les patients. Il faudrait, par exemple, montrer le risque à cet âge-là, le risque d'avoir un accident de voiture, de cancer. Ça serait intéressant pour qu'on mette on appelle ça en perspective les risques. Parce que c'est vrai que 2%, je ne peux pas vous dire. Probablement que je fais un petit sondage, qui traiterait, qui proposerait le traitement avec ce bénéfice-là et qui ne le ferait pas. Enfin, levez la main pour ceux qui disent moi je prends. Personne prend? Ah, pas de patient. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Bon, mais on en discutera. Bon, je continue, et pour illustrer un petit peu le bénéfice, voilà, de l'approche centrée sur les risques, si l'homme fumeur en particulier, on lui dit, l'option 1, prenez une statine, vous gagnez éventuellement 2 événements en moyenne sur 100, et si vous arrêtez de fumer, vous gagnez 4 événements. Voilà. Alors si vous arrêtez de fumer et que vous prenez une statine, ça fera un calcul. Et on expose ça au patient dans la simplicité. S'il dit je prends la statine, eh bien il a raison. S'il ne la prend pas, il a raison. Du moment qu'il se sent à l'aise avec ce choix, qu'il a compris l'information, qu'il dit oui, moi franchement, prendre une pilule tous les jours pendant 20 ans, j'ai pas envie de ça, il y a des effets indésirables. Puis c'est vrai que Philippe Even, il dit des choses bizarres. Je préfère pas la prendre, mais une fois que vous avez expliqué ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas appeler la police pour qu'il prenne son traitement. Donc on a fait le mieux qu'on pouvait. Et je crois que ça, vraiment, cet outil-là, il permet d'avancer dans la décision et dans la réduction des conflits. Mais ça ne résout pas tout, parce que voilà, la décision, elle est complexe, elle dépend tellement de paramètres que vous allez voir, c'est un outil qui n'est pas qui n'est pas parfait, mais qui permet d'avancer. Voilà, donc c'est le message que je voulais vous faire passer, c'est que retenez que les statines ont le meilleur niveau de preuve d'efficacité. Que de le nier, à mon avis, c'est une fake news. Mais par contre, ça ne passe pas par le cholestérol. Le cholestérol permet de calculer un risque. Et une fois que vous avez décidé de prendre une statine, c'est presque plus la peine de doser le cholestérol, puisque de toute façon, on n'en fera rien. En prévention primaire, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'une dose fixe protège, réduit le risque, et si elle est bien tolérée, il n'y a pas de raison de doser le cholestérol, puisqu'on ne va rien en faire. Il n'y aura pas d'autres traitements à rajouter, il n'y aura pas de posologie à changer, donc c'est vraiment simple. Bon, voilà, du coup, si ça vous intéresse, pour rejoindre le projet REB-Décide, pour avancer dans l'évaluation du niveau de preuve et de la décision, eh bien, vous pouvez nous contacter, on sera ravis de vous accueillir. Merci. Merci Rémi. Place aux questions. Merci pour cette intervention, Jean-Marc Lefebvre. Je suis généraliste et je fais partie du Collège lillois. Ma question est, ne manque-t-il pas, dans ce que tu viens de nous dire, l'introduction de l'espérance de vie également? C'est une très bonne remarque. Ce que les travaux dans la communication du risque disent, c'est qu'il faut mieux présenter les bénéfices et les risques de façon en fréquence naturelle. Le risque relatif, le NNT, ça éclaire pas les patients, et donc là, ce que vous soulevez, c'est l'idée d'un autre indicateur qui serait l'espérance de vie et le gain en espérance de vie.
Et en fait, les travaux de la psychologie sur ces travaux montrent que c'est vraiment il y a vraiment un effet de compréhension et d'aide à la décision avec les fréquences naturelles. L'espérance de vie, et c'est vrai que je crois que les statines, ramenées à cet indicateur, ça réduit de 6 mois ou 1 an, je ne sais plus. Et du coup, présenté comme ça, donne l'impression, bah oui, qu'effectivement, ça n'apporte pas forcément un gain en espérance de vie majeur. Mais de la même façon que 1%, c'est pas plus parlant non plus. Enfin, c'est pas forcément très, comment dire, très important. Donc, en fait, le choix de la façon dont on présente le risque, les Anglais aiment bien aussi présenter l'âge du cœur, l'âge des artères. Ben, en fait, avec votre risque, avec vos coronaires, elles ont 20 ans de plus que votre âge. Voilà, c'est d'autres façons symboliques pour. À mon avis, tout est bon. En fait, ce qu'on doit utiliser, c'est utiliser tous les marqueurs marqueurs pour les indicateurs de risque pour voir si le patient comprend. Parce que beaucoup n'aiment pas ce genre de situation. On va en parler. Ils veulent parfois pas décider. Ils veulent pas prendre cette responsabilité. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? C'est trop compliqué, vos trucs là. Ça, c'est compliqué. Hein. Tout le monde n'est pas en mesure de saisir le sens de tout ça. Donc c'est clair que c'est compliqué. Et du coup, si on peut s'aider de tous les paramètres, moi je suis d'accord. Je trouve que c'est. Mais voilà, après c'est comme présenter le risque relatif, risque absolu, NNT, espérance de vie, âge de l'organe ou fréquence naturelle. Et je plaide pour cette illustration. En gériatrie, il y a des sites qui commencent à faire ce que tu veux, avec le temps de vie, le bénéfice avant la fin de vie, le bénéfice avant le handicap et des choses comme ça. Là, de mémoire, j'ai pas le site. On a fait un colloque d'onco-gériatrie avec Bastien Laval et ils nous ont donné plusieurs sites. Si tu es intéressé, tu peux m'envoyer un mail, je t'enverrai leurs diapos. Mais ça commence. Ouais, c'est une très bonne question et ça commence. Et puis, un sujet âgé à 90 ans, enfin, la question ne se pose pas. Enfin, vous voyez, c'est des estimations à 5 ans ou à 10 ans pour le coup. Donc, vous voyez, ça vous donne une perspective. Oui, c'est sûr que cette dimension de l'âge, mais c'est aussi la dimension de demander l'avis du patient. Qu'est-ce que lui en pense, en fait? Voilà, je n'ai pas la réponse pour lui, en fait. Il faut lui demander. Une autre question en haut. Frédéric Zorzi de Lyon, bonjour. Merci pour ces... Je suis là-haut. Merci pour ces excellentes présentations. J'avoue que depuis quelque temps, je souffre de désaccords avec des collègues cardiologues qui considèrent que puisqu'il y a tel ou tel élément, eh bien, ce patient bascule en prévention secondaire, et alors qu'il n'a pas eu d'événement. Et je serais curieux de savoir ce que vous répondriez. Merci pour cette excellente question, Frédéric. Ah, les cardiologues. On va pas parler. Non, c'est vraiment. On travaille en bonne intelligence avec eux tous les jours. J'ai envie d'abord de répondre qu'en prévention primaire, ce sont nous, médecins généralistes, les spécialistes. Je vous demande solennellement de soigner vos patients en prévention primaire, c'est-à-dire qui n'ont pas fait d'événement, qu'ils soient diabétiques, hypertendus ou avec un risque cardiovasculaire que vous avez calculé. C'est à nous de les suivre, c'est nous qui les voyons tous les jours, c'est nous qui les accompagnons dans leur choix. N'envoyez pas au cardiologue, vous allez avoir des problèmes. Après, la prévention secondaire, c'est vrai que les mots sont importants, la définition. Nous, on appelle prévention secondaire quelqu'un qui a fait un événement cardiovasculaire. Et il faut rester ferme sur cette définition parce que avoir un événement dans sa vie, ça change sa vie. C'est signifiant. Avoir une plaque de cholestérol à 30% dans les artères fémorales, eh ben voilà, il y en a qui considèrent que c'est la prévention secondaire. Et il y en a qui considèrent que... ils considèrent, mais en fait, les études que l'on a, elles sont complexes parce qu'il y avait des patients dans ces études qui avaient des événements. Donc il y avait un mélange et on est d'accord que c'est une construction tout ça. C'est que les risques ils sont continus en fait. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut rester un petit peu ferme dans nos définitions de prévention secondaire et primaire parce que c'est ça permet de vraiment soigner avec cette approche. C'est vrai que quand vous restez en prévention secondaire, quelque part, l'événement, la maladie est arrivée et là, on change de raisonnement. Après, si c'est pour parler des cibles,
j'ai aucun problème pour leur dire qu'ils n'ont pas d'études pour le dire. Et c'est là où on se met en porte-à-faux. On n'interprète pas la littérature forcément de la même façon. Là, c'est des controverses scientifiques. Et là, il n'y a pas de réponse. Il faut bien s'entendre et discuter. Et il n'y a pas de réponse claire. Mais par contre, garder la limite prévention secondaire primaire comme un moyen de dire, bah là, on est en prévention. Donc, en fait, vous n'avez pas fait d'événement, vous n'en ferez peut-être jamais. Ben, on chemine ensemble et c'est moi qui vous suis. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, moi, ça me répond bien, mais je ne sais pas pour Frédéric, il nous dira. J'ajouterais, Frédéric, que du coup, le cardiologue, il met le patient en situation de conflit décisionnel, automatiquement, et nous aussi, et que du coup, on va pouvoir informer le patient qu'il y est, et on va informer le cardiologue qu'il l'a fait dans le prochain courrier. Et que le conflit, ça peut conduire le patient à tout arrêter, finalement. Eux, ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est pas bien important, cette affaire, voilà. Et à force d'écrire ou de téléphoner, mais téléphoner prend du temps, on peut quand même changer la vision. Moi, j'ai un endocrino qui m'a arrêté une statine pour remettre un fibrate à un patient à très haut risque cardiovasculaire, ayant déjà fait un AVC. Bah, on a discuté aussi, voilà, parce qu'il avait un taux de triglycérides un peu au-dessus, quoi. Donc, il faut revenir au risque global. Les patients ils comprennent quand même bien, je ne sais pas dans votre pratique, mais quand on leur dit, nous, on connaît quand même votre globalité, bon, c'est un peu un truisme, hein, mais ils comprennent bien. Lui, il fait le cœur, lui, il me connaît tout entier, ça va pas mal. Voilà. Une autre question. Bonjour, Pierre-David Mérigot de Lyon. Moi, je suis en bas, à gauche, à ta gauche. Coucou. Et j'aimerais bien qu'on continue de parler un petit peu des cardiologues, du coup. Mais tu as déjà un petit peu répondu à ma question. Je me posais justement ces nouvelles cibles de LDL me questionnent. Et est-ce que vous avez plus de détails à nous apporter concernant les origines, les mythes et légendes de toutes ces nouvelles recommandations, nous expliquer un peu d'où ça sort, s'il vous plaît. Merci. Cette question, donc, c'est la question des cibles, des recommandations. Bon, alors, 80% des auteurs des recommandations sont des spécialistes et ont des conflits d'intérêts. Ça, c'est factuel, j'y peux rien. Ils ont des conflits d'intérêts, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec l'industrie. En dehors du fait qu'il y a une controverse scientifique, déjà, on sait que la cible, c'est un peu comme pour le diabète ce matin, pour ceux qui étaient là, l'approche cible, elle conduit à empiler des médicaments pour atteindre une cible. Et vous voyez, le bénéfice, pour l'industriel, en tout cas, il est évident. Mais ce n'est pas ça qui guide les médecins. Moi, je ne suis pas là-dessus. C'est qu'il y a une croyance causale partagée. Ils croient que le cholestérol est un facteur causal. Et peut-être qu'il l'est. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est de revenir à l'EBM. C'est pour ça que je martèle sur ça. Vous revenez aux études. Où sont les études qui l'ont démontré? Et on ira. Et vous irez, on ira tous. On est des gens raisonnables, on est des gens sérieux. Si on a une étude qui nous dit que baisser à 0,5, eh bien, on sauve plein de personnes, eh bien, on ira tous. Mais on est prudent. On dit le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. C'est-à-dire que peut-être qu'ils veulent trop en faire, mais nous, déjà prenez une statine. Déjà la prendre, il a le droit de réfléchir. Alors atteindre une cible avec un dosage tous les 6 mois, vous voyez, on rentre dans quelque chose qui, quand on y réfléchit, c'est un petit peu fou. Alors, d'où ça vient? Ça vient du fait que les spécialités travaillent beaucoup sur la causalité de ce cholestérol, et du coup, ont l'impression, et ils construisent des modèles très, très scientifiques. Et ils ont peut-être raison. Mais voilà, l'EBM, c'est de dire, vos hypothèses, elles sont intéressantes, montrez-nous les preuves, et nous, à ce moment-là, on ira. Et je n'ai pas d'autre explication. Alors, juste pour finir, les Américains, en 2014, la recommandation américaine sur le cholestérol a bien dit, mais non, mais tout ça, c'est pas vrai. Donc, il y a aussi des experts qui ne sont pas d'accord entre eux, pour le coup, et qui montrent qu'il y a une part de discussion. Mais la vérité n'est pas encore établie, mais je pense qu'elle le sera avec les essais randomisés. Alors, ce qu'on peut demander, c'est comme dans le diabète, demandons des essais randomisés qui valident les hypothèses. Voilà, c'est ce qu'on peut faire. Pour limiter le biais de confirmation que vient d'écrire Rémi, qui est, à mon avis, il y a quand même un biais de confirmation dans cette histoire. Il y a un papier de Denis Pouchin dans Exercer sur l'évolucumab, un anticorps monoclonal pour faire baisser le cholestérol. Je crois que c'est l'étude Fourier de mémoire, qui est comparée avec Inpruvit, qui est l'ézitimib, là où il y avait le petit L, là, plus une statine. Et Rémi, il fait un truc qui est très sympa, c'est le contraire du biais de confirmation. Il montre que l'évolucumab, il fait chuter beaucoup le cholestérol,
et que pourtant la réduction des événements cardiovasculaires qu'on cherche à éviter sur le fameux critère MACE4 ou autre, il est quasiment identique dans Improve-It et dans Fourier. Donc, on aurait un truc qui ferait baisser beaucoup le cholestérol, un truc un peu moins, et les deux choses feraient le même effet. Peut-être, il faudrait qu'ils lisent le papier de Rémi. De Denis, pardon. Une autre question, Yannick? Oui. Ah, Oui. Il y avait... Yannick Carillot de Grenoble. Deux petites questions naïves. Lorsque vous utilisez le score de risque cardiovasculaire, est-ce que ce score a été validé en ambulatoire et chez nous, en France? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, qu'en est-il de ceux qui nous disent que les statines au long cours peuvent entraîner des maladies type diabète ou autre chose? Merci, c'est vraiment des questions importantes. On n'a pas beaucoup parlé des effets indésirables dans bien sûr, vous avez souligné, parce que la première étape, c'est se dire est-ce que c'est prouvé ou pas. Vous voyez, la démarche que je vous conseille, c'est parce que si c'est pas prouvé, vous prenez que des risques. Donc la première étape dans le raisonnement, c'est voilà, là il y a un effet, c'est démontré. Après on réfléchit. Et donc les risques, bien sûr, ils sont très fréquents. Alors, ils sont controversés aussi pour les douleurs musculaires. On n'arrive pas trop à savoir si c'est un effet nocebo ou réel. On a quand même l'impression qu'il y a bien des myalgies sous statine. Voilà. Il y a des risques de diabète, exactement, bien sûr. Les statines, c'est démontré. Ça augmente. Ça peut créer une glycémie qui augmente. Il y a des AVC hémorragiques, des rhabdomyolyses, des problèmes hépatiques. Donc, bien sûr, tout ça, c'est à mettre en balance. Et quand on explique, et voilà, c'est peut-être ça qui est manqué dans le diaporama, c'est bien montrer les risques. Aussi, voilà, est-ce que vous êtes prêt à potentiellement avoir quelques effets indésirables? C'est hyper important. Deuxièmement, l'équation score. Alors, les scores. Vous avez un score devant vous, mais les scores, c'est fait pour discuter. Ça ne vous dit pas la réalité vraie du risque du patient, qui est d'abord un individu. Il n'y a pas tous les paramètres dans les équations. Par exemple, il n'y a pas l'activité physique, il n'y a pas l'alimentation, il n'y a pas le stress. Donc, en fait, il y a plein de paramètres qui n'interviennent pas dans les équations. Donc, c'est des moyens de discuter. C'est des moyens de discuter, ce n'est pas des moyens absolus de dire vous êtes là, et voilà, c'est un moyen de dire ben, voilà le bénéfice que ça pourrait entraîner. Et donc, du coup, l'équation SCORE n'a pas été validée en soins primaires en France. Non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est des consortiums européens qui ont mis des paramètres ensemble. Il n'y a pas de validation en soins primaires. Non, bien sûr que non. Mais par contre, c'est utile pour pouvoir discuter, pour avoir une estimation. Là, on est dans l'estimation. Au lieu de dire... en fait, c'est rentrer dans une démarche quantitative. Parce qu'avant, on faisait comme ça. On faisait un peu au doigt mouillé. On disait, il fume, le patient il fume, il a de l'hypertension, il a du diabète, il est à haut risque. Et puis voilà, ça marche. Voilà, c'était un raccourci. Là, on rentre dans des données qui sont plus proches de la réalité, mais plus difficiles. Alors, elles sont incertaines, parce que les estimations restent des estimations. Mais elles nous permettent de rentrer dans une démarche. Voilà, c'est pas la panacée, encore une fois. C'est pas non plus la vérité du patient. On ne sait pas où il se situe. Voilà, je voulais vraiment souligner ça, que vous ne fassiez pas un totem de ces équations. Elles sont là pour discuter. Les effets indésirables, en fait, c'est aussi une cause de conflit décisionnel. Et il y a une statine, alors je ne sais plus son nom là, mais dans l'historique des statines et de la création, la troisième, je crois, elle a été retirée du marché du fait d'événements indésirables graves. Et donc, du coup, évidemment, dans l'historique imprègne les mémoires. Et vous voyez, maintenant, les gens, ils en sortent juste, ça peut donner mal aux muscles, mais en fait, à la base, il y avait des événements indésirables. Et donc, bien sûr, il y a toujours une balance bénéfice-risque. C'est voilà. Une dernière question. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Julie Gilles de Lalonde de Paris. Je suis généraliste dans le 93. Déjà, une première remarque. En fait, ce que je comprends, c'est que finalement, pour discuter avec un patient de risque, on a besoin de lui montrer d'autres risques qui ont du sens pour lui. Je ne sais pas, le risque de gagner au loto, de mourir en avion. Ça parle, ça par exemple, dans les consultations d'anesthésie, les gens qui ont très peur de mourir sous anesthésie, de comparer à un autre risque, ça peut être intéressant. Du coup, la première remarque que je me fais, c'est qu'on aurait l'utilité d'un référentiel de différents risques pour aider à réfléchir en consultation.
Et on pourrait l'utiliser pour plein d'autres trucs de dépistage, prévention, cancer, etc. Et l'autre question que je me pose, c'est que donc maintenant je comprends que en fait que je prescrive une statine ou pas en prévention primaire, ça change pas grand-chose. Les deux sont justifiables. Ce qui compte, c'est que la décision, elle soit plutôt menée avec le patient et qu'il puisse prendre une décision éclairée. Du coup, je me demande qu'est-ce qu'on fait de l'exploration d'une anomalie lipidique alors, parce que c'est une demande qui est fréquente de la part des patients, qui en plus a d'autres bénéfices parce qu'elle peut soutenir le patient dans son besoin de prendre soin de lui, de prendre soin de sa santé, changer ses habitudes alimentaires, etc. Mais finalement, quel est l'intérêt vraiment de doser le cholestérol, le LDL, à quelle fréquence et pour quel patient? Merci pour ces pertinentes remarques. Je suis preneur d'une échelle des risques globaux de chaque patient, si ça serait le top. Si on rentre dans la médecine des risques, et en prévention, c'est le cas, il nous faudra ce type de comparaison pour aider probablement les patients et nous-mêmes à comprendre en perspective tous ces risques. Et du coup, il faudra évaluer si ça a un intérêt. Pour les statines, la remarque, donc, je vais directement au dosage du cholestérol. Donc le dosage du cholestérol, vous le faites pour calculer un risque global en fait. Et puis une fois que vous l'avez fait, c'est fini. Économie de la sécurité sociale, on n'embête plus les patients, sauf bien sûr si vous avez l'impression que ce patient a besoin de cet indicateur pour changer ses modes de vie. Évidemment, s'il vous dit que pour lui c'est important et que ça va l'aider à prendre en charge, à avoir une alimentation plus équilibrée, si pour lui c'est un paramètre qui indique quelque chose, ça peut se discuter. C'est controversé. C'est pas démontré que doser son cholestérol tous les 6 mois, ça aide les patients à arrêter de fumer, par exemple. Je ne sais pas, mais bon. Et du coup, oui, le message simple, c'est qu'on pourrait s'en passer. Et que voilà, ça n'a pas d'autre intérêt, puisque une fois que vous avez choisi de prescrire la statine, je vous ai dit, il n'y a pas besoin de doser après. Par contre, le dosage, il se fait à un moment donné où on calcule son risque. À quel moment ça va se poser? Ça, vous voyez, là, je vous ai donné un homme de 50 ans. Est-ce qu'il faut commencer à 40 ans en fonction du facteur de risque, s'il est diabétique, si c'est un gros fumeur, hypertendu? Ça peut être avant. Quand vous avez décidé de mesurer, d'estimer un peu mieux votre risque cardiovasculaire, vous dosez le cholestérol. Ça fait partie ça rentre dans les équations et c'est intéressant de l'avoir comme paramètre. Mais s'il ne veut pas prendre une statine, on dit on se revoit dans 5 ans pour ce problème-là. On le redosera quand vous voudrez. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Il n'y a pas d'erreur. C'est juste que ça éclaire à un moment donné et ça se discute avec le patient. Oui, je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est très simple en fait. Et ça vous évite de prescrire des bilans tous les 6 mois, tous les ans, pour savoir si votre cholestérol est à la cible. En fait, on s'en fiche.